Bonjour, Monsieur Gilbert Sette. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille et vous êtes un des économistes français les plus reconnus sur les questions du marché du travail et de l'emploi, des salaires et de la productivité également. Alors, vous avez rédigé notamment plusieurs ouvrages comprenant certaines propositions en faveur de l'évolution du droit social. C'est pourquoi votre expertise nous semblait tout indiquée pour éclairer certains aspects concernant notre dernier grand angle qui fait état des effets de l'économie de plateforme, de l'ubérisation en quelque sorte sur les relations d'emploi. Vous voyez, face à ce déficit de droit et de protection des travailleurs des plateformes fortement subordonnés, il y a 4 réactions possibles. La première réaction, c'est de rien faire. Mais si on ne fait rien, en fait, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des travailleurs de plateformes qui vont voir le juge et qui disent au juge, écoutez, moi, je suis très fortement subordonné à ma plateforme, qui décide de mes conditions de travail, qui m'impose certains horaires de travail et qui peut même me sanctionner si elle considère que mon travail n'est pas d'assez bonne qualité. Et au vu de ces critères, je demande la requalification en salarié de ma relation de travail avec la plateforme. Et le juge en son âme et conscience est amené à trancher. On a beaucoup de cas, donc en France comme à l'étranger, de requalification par le juge en salarié de la situation de ces travailleurs. Donc ça aboutit, vous voyez, cette première réponse à une grande instabilité. On ne sait pas ce qui peut se passer un jour ou un autre, dans un pays ou un autre, etc. Donc ce n'est pas une situation souhaitable, d'abord parce que pour les autres, on reste dans le déficit de protection, et puis parce que ça instabilise et donc les entreprises hésitent à se développer, à exercer leur activité, etc. Deuxième solution, c'est la qualification généralisée en salarié de ces travailleurs. C'est ce qui a été décidé d'ailleurs le mois dernier par le gouvernement de Pedro Sanchez en Espagne. Vous voyez, les choses bougent beaucoup dans les autres pays autour de nous. C'est ce qui a été proposé par eux. C'est ce qui a été décidé par ce gouvernement. Mais alors, ce faisant, on perdra tous les avantages que j'évoquais tout à l'heure de certaines flexibilités. Et donc, on fait rentrer, si on peut dire, à toute force dans des concepts, le salariat, qui ont été conçus dans une situation qui est la civilisation de l'usine, vous voyez, le 19e siècle, on fait rentrer à toute force ces nouvelles formes de travail dans ces catégories-là, en perdant les flexibilités offertes par ces formes de travail. Et donc, ça ne nous paraît pas la bonne façon de faire. Une autre façon de faire qui a été retenue, par exemple, par le Royaume-Uni, et par l'Italie, consiste à créer une nouvelle catégorie de travailleurs, intermédiaires entre le salarié et l'indépendant. Ça s'appelle les cococo en Italie, ça s'appelle le worker au Royaume-Uni. Et il a été décidé au Royaume-Uni eh bien, de verser les travailleurs Uber, par exemple, dans les workers, cette catégorie. Mais alors, pourquoi cette solution ne nous paraît pas bonne à Jacques Barthélemy et à moi? Eh bien, pour une raison assez simple, vous voyez les frontières entre ce que c'est qu'un salarié et ce que c'est qu'un travailleur très fortement subordonné, cette frontière est assez floue. Et si on introduit une autre catégorie intermédiaire entre le salarié et l'indépendant, on substitue à une frontière déjà un peu floue deux frontières qui sont tout autant une frontière entre le salarié et cette nouvelle catégorie, et puis entre cette nouvelle catégorie et l'indépendant. Donc on sera amené à devoir jongler avec des frontières floues et à se demander continuellement, est-ce que ce travailleur est un salarié, est-ce que c'est un worker, ou est-ce que c'est un indépendant? Et donc la solution que nous préconisions, mais que nous préconisions parce qu'elle va bientôt passer dans les faits, Jacques Barthélemy et moi, c'était un peu dans la logique des ordonnances travail de septembre 2017, c'était d'essayer de faire fructifier la négociation collective
dans ces activités-là pour pousser les acteurs, travailleurs des plateformes et plateformes, à élaborer des normes protectrices pour les travailleurs concernés, c'est-à-dire à définir des seuils d'activité à partir desquels des protections seraient associées. Ces seuils d'activité pouvant différer pour le revenu minimal, pour évidemment l'amplitude de la journée, de la semaine de travail, pour les conditions de séparation, qui ne pourraient pas se limiter à la déconnexion simplement, mais avec un droit de contestation pour les travailleurs très fortement subordonnés et faisant des horaires extensifs avec certaines plateformes. Vous voyez, des droits, non seulement dans le domaine de la protection sociale, hein, retraite bien sûr et chômage, mais aussi dans tous les autres domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, des droits seraient créés pour ces travailleurs. Et c'est ce qui a été proposé très récemment, notre proposition à Jacques Barthélémy et moi, a été reprise d'une façon très forte dans un rapport récent, rédigé à la demande de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, par Bruno Metling. Et Bruno Metling donc, a rendu cette proposition à la ministre du Travail et il est envisagé que des ordonnances, soit à la fin de ce mois d'avril, soit au mois de mai prochain, des ordonnances organisent ça. Alors vous allez me dire pourquoi les plateformes joueraient le jeu et commenceraient à négocier avec leurs travailleurs l'organisation d'une représentation de ces travailleurs pour négocier avec eux. Et puis au-delà de l'émergence de ces travailleurs représentant l'ensemble des travailleurs des plateformes, pourquoi ils se mettraient à négocier? Eh bien parce qu'il y aurait derrière cela la menace, il faut appeler ça comme ça, la menace de normes réglementaires qui imposeraient des protections. Donc si ces protections ne sont pas issues d'une négociation collective franche, loyale, sereine entre travailleurs et plateformes, eh bien des normes réglementaires s'imposeraient. Vous voyez, c'est intéressant. C'est vraiment la façon de faire, parce que édicter a priori des normes, c'est toujours très compliqué. Est-ce que ces normes pourront être adaptées à certaines activités, les VTC, mais pas à d'autres, la livraison à domicile. Vous voyez, donc, plutôt que vouloir imposer des normes qui seraient homogènes et qui souffriraient de cette homogénéité, il est demandé aux plateformes eh bien, de les élaborer avec des représentants des travailleurs concernés. Il y aura une haute autorité qui serait créée, ça fait partie des propositions de Bruno Metling, en tout cas. On verra ce que nous diront les ordonnances prochainement. Il y aura une haute autorité qui, comment dirais-je, qui surveillera, si on peut dire, qui suivra ce processus et qui s'assurera de la bonne qualité du dialogue social. Et quand je dis bonne qualité, vous voyez, c'est important parce que le dialogue social n'a pas de sens s'il n'y a pas une relation loyale entre les personnes qui interviennent les parties qui interviennent dans ce dialogue social, s'il n'y a pas un dialogue équilibré, de confiance, si l'information n'est pas apportée par chacune des parties, si la prise en compte des points de vue de l'autre partie n'est pas tentée par chacune des parties. Vous voyez, donc ces conditions de la négociation, en tout cas du dialogue, sont évidemment essentielles et c'est ce qui sera surveillé par cette haute autorité, par cette autorité qui serait créée. Donc on est exactement, vous voyez, dans l'action là. On est dans l'élaboration de ce genre de choses. Les pouvoirs publics se sont intéressés à cette petite fraction de l'emploi, toute petite, mais dont le déséquilibre de protection est quand même choquant par rapport aux salariés. Et vous voyez, on est vraiment dans une vision d'avenir en faisant ça. Pourquoi une vision d'avenir? C'est un peu l'idée d'ailleurs qu'on a toujours défendue, Jacques Barthélémy et moi. Il faut surtout éviter le réflexe naturel qu'on a tous, vraiment nécessairement, quand quelque chose de nouveau apparaît, de vouloir le faire rentrer dans des catégories qui ont été conçues auparavant. Comme ça s'est décidé en Espagne récemment, c'est ce que j'expliquais. Et l'idée qu'on a voulu défendre
continuellement avec Jacques Barthélemy depuis une vingtaine d'années, qui a abouti à la création des ordonnances travail, de la loi Pénicaud, à des choses comme ça, quand même des choses importantes, c'est que c'est au droit du travail de s'adapter. Vous voyez, le droit du travail doit protéger le travailleur. Pour l'instant, il protège le salarié. Et les travailleurs ne sont pas tous salariés. Donc, il faut que le droit du travail s'adapte. C'est à lui de s'adapter pour prendre en charge la protection du travailleur, qu'il soit salarié ou pas salarié, et de façon à faire en sorte que cette protection essaye d'associer au mieux le souci protecteur, d'une part, et l'efficacité économique qu'on doit tous rechercher. Parce que s'il n'y a pas ce souci de l'efficacité économique, eh bien, la protection n'en est pas une. On perdra des emplois par la concurrence, on manquera de compétitivité, etc. Si on perd des emplois, il y aura des chômeurs, et ça veut dire que les personnes qui seront au chômage, ils n'auront pas la protection, en quelque sorte, d'une situation de travail. Donc, il faut essayer de concilier la protection et l'efficacité économique au mieux, et la façon de le faire au mieux, c'est de dire les normes protectrices doivent être élaborées conjointement par les représentants des entreprises et par les représentants des salariés, légitimés d'un côté et de l'autre, par évidemment la désignation par les actionnaires d'un côté et puis les résultats d'élections professionnelles de l'autre, hein, pour les représentants des salariés. Et ces normes doivent être élaborées par ces deux parties, la signature des représentants des salariés, enfin des travailleurs, excusez-moi, euh, attestant du fait que ces nouvelles normes protègent bien les travailleurs, et la signature du représentant de l'entreprise attestant du fait que le souci de l'efficacité économique a été présent. Vous voyez, c'est ça le fond de l'affaire. Il faut échapper à une vision réglementaire des choses qui dit l'État met des normes et ces normes s'imposent pareillement à toutes les activités. Non, en dehors des principes, du respect des libertés fondamentales, euh, je veux dire, qui est incontournable, et ça va de soi, du droit supranational qu'on doit appliquer. En dehors de cela, il faut absolument faire en sorte que toutes les normes protectrices dans le monde du travail soient le fruit du dialogue social et traduisent un équilibre entre le souci de protection du travailleur et le souci de l'efficacité économique de l'entreprise. C'est ce qui garantira l'emploi, c'est ce qui garantira la croissance et le niveau de vie économique et personnel le plus élevé possible. Vous avez raison de souligner ça. Pourquoi? Parce qu'un rapport a été rédigé et rendu au Premier ministre au mois de décembre 2020 sur cette question des plateformes. Et la personne qui a rédigé ce rapport, Frouin, était quelqu'un qui auparavant était le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc quelqu'un qui avait une grande expérience des conflits et de la gestion et des questions de contentieux dans le monde du travail. Et la solution qu'il a préconisée était justement le portage salarial. C'était de dire il faut faciliter la création d'entreprises intermédiaires entre les plateformes et les clients, si on peut dire. Et ces entreprises emploieraient comme salariés les travailleurs des plateformes et feraient du portage salarial pour les plateformes. Vous voyez, c'était ça la proposition de Frouin, du rapport Frouin. Cette proposition, en tout cas, manifestement, n'a pas semblé pertinente. Et d'ailleurs, pour être très franc, mon co-auteur Jacques Barthélemy et moi-même avons dit qu'elle n'était pas pertinente puisqu'elle aboutirait à une augmentation des coûts et des prix de 25 à 30%, parce qu'elle, encore une fois, elle restait dans la logique des catégories qui sont issues de la civilisation de l'usine, le salariat, sans essayer de se dire est-ce que ce n'est pas le droit du travail qui doit s'adapter en créant des nouvelles formes de protection. Et donc, sur cette base-là, un nouveau rapport a été demandé donc à Bruno Mettling, et ce rapport a abouti aux propositions que j'ai évoquées tout à l'heure, qui ne passent pas par le portage salarial, qui passent à l'émergence de normes protectrices pour les travailleurs concernés,
mais qui serait le fruit d'un dialogue social nouveau. Ça serait un droit, vous voyez, au-delà du droit du travail, ça serait un droit de l'activité professionnelle. Vous voyez, ça serait un droit qui viserait à protéger toutes les personnes qui sont en activité professionnelle. Alors bien sûr, parmi les micro-entrepreneurs, il y a des personnes, des retraités qui veulent s'occuper, qui peuvent changer des carreaux, faire des carrelages, intervenir dans les appartements, faire de l'aide pour des services informatiques. Ces personnes-là, on n'a pas de souci sur leur protection, mais il y en a beaucoup, surtout en province. C'est vraiment les travailleurs fortement subordonnés, dont l'emploi est médiatisé par des intermédiaires comme des plateformes, et pour lesquels on se dit, là, on ne peut pas supporter, vous voyez, un déséquilibre de protection aussi patent. On a mis un siècle à organiser des protections pour les salariés. Comment on peut vivre à côté avec des travailleurs qui pâtissent un tel déficit de droits? Et c'est une question d'équité, c'est une question de justice sociale, c'est une question de progrès social, vous voyez, qu'il y a derrière ça. Et c'est pour ça que le droit du travail doit s'adapter pour élargir son rôle protecteur. Hein. Le droit du travail, soit il protège, soit il n'existe pas. Il n'est pas s'il ne protège pas. Et là, il y avait une carence. Le droit du travail ne protégeait pas certains travailleurs. Eh bien, c'est l'adaptation du Code du travail, du droit du travail, qui lui permettra de magnifier son rôle protecteur en intégrant les travailleurs non salariés. C'est ce qui est visé ici, et c'est quelque chose, je trouve, d'admirable sur le fond, même si quantitativement, encore une fois, ça reste réduit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bien, je vous remercie en tous les cas pour toutes ces informations et cet éclairage. Merci, Monsieur Gilbert C'est Stein. moi qui vous remercie.